Là encore, les intérêts financiers des compagnies, qui emploient plusieurs milliers de contractuels, divergent des intérêts militaires de la force internationale. Pas plus qu'elles n'escomptent de victoires trop rapides, les SMP ne souhaitent des changements trop soudains du dispositif opérationnel. Il leur faut pouvoir agir sur les événements en cours et infléchir, si besoin est, les orientations du niveau opératif et stratégique. Intérêt financier oblige, les SMP parient donc sur la prolongation du conflit. Mais il y a encore plus grave. En juin de cette année, un comité de la Chambre des représentants, dirigé par le démocrate américain John Turney, a publié un rapport accablant sur ces sociétés privées présentes en Afghanistan. Il y dénonce l'extorsion et la corruption qui existent dans la chaîne logistique de l'armée en Afghanistan. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vous explique. L'administration états-unienne verse chaque année plus de 2 milliards de dollars à un groupe de 8 sociétés chargées d'assurer la protection des convois de transport ou de ravitaillement. Pour remplir cet objectif, ces SMP font appel à des mercenaires afghans qui leur sont fournis par les chefs de guerre. Ouais, des Afghans. Bien entendu. Ouais. Première constatation. Ces seigneurs de la guerre peuvent ainsi financer à bon compte leurs armées privées. Deuxième observation. Si les SMP refusent de payer ces hommes, ou si elles essaient d'obtenir des réductions, leurs convois sont systématiquement attaqués. Mais c'est du racket. Exactement. En somme, il faut payer un droit de passage. Et ça signifie que ces seigneurs de la guerre sont en relation avec les talibans et qu'une partie de cet argent destiné à sécuriser les convois tombe tout droit dans la poche de ces derniers qui, obligatoirement, demandent leur part. Ouais. Le Pentagone finance donc indirectement les talibans. Ah, c'est malheureusement la vérité. Ouais. Et personne ne proteste. Le président afghan Karzai a annoncé sa volonté de mettre fin à ces abus, d'autant qu'il a lui aussi conscience que les excès des contractuels des SMP suscitent l'hostilité de la population contre ces étrangers qui se croient tout permis. Il a donc décidé de retirer au plus vite leur licence aux SMP anglo-saxonnes qui exercent dans son pays. Ouais, mais récemment, là, il vient de mettre un petit bémol. Mais enfin bon. Mais le peut-il, effectivement, là, retirer cette licence? Ça, c'est autre chose, parce qu'il doit obtenir préalablement l'accord du commandement allié. Ça, c'est pas évident. Ah non, parce que ça signifierait que les Américains devraient restructurer toute l'architecture de leur présence militaire en Afghanistan. Cependant, même si Karzai est un président sous tutelle, Washington doit le ménager et lui laisser croire qu'il dispose d'une certaine marge de manœuvre. Alors, comment ça va finir, là? Et les SMP vont-elles être obligées de plier bagages? Non, parce que les dés sont pipés. En réalité, derrière le mouvement de menton de Karzai, il y a une manœuvre assez subtile. Ce que veut le président, c'est, pardonnez-moi le néologisme, afghaniser toutes les SMP et en finir avec le monopole anglo-saxon dans le secteur. Et c'est en bonne voie, car il existe déjà des sociétés afghanes, des dizaines, qui opèrent le plus souvent sans licence et sont parfois de simples clones des milices privées au service des seigneurs de la guerre. Ouais, des hommes, ces seigneurs de la guerre, qui font toujours la pluie et le beau temps en Afghanistan. Hein. Et avec lesquels le pouvoir doit négocier en permanence. Ouais. D'ailleurs, le plus simple pour s'assurer de leur fidélité, c'est de leur confier des responsabilités officielles. La direction locale de la police, par exemple. Ouais. Et c'est souvent la seule façon de les empêcher, eux et leurs hommes, de prendre fait et cause pour les talibans. Donc si je comprends bien, là, on achète la loyauté de ces seigneurs de la guerre, qui sont aussi fréquemment des trafiquants de drogue, hein, avec l'argent des Américains. Mais là n'est peut-être pas le plus important. Alors quoi alors? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce secteur militaire privé est déjà en grande partie entre les mains de la famille et des proches du président Karzai. Donc, pour reprendre votre expression, l'afghanisation des SMP profiterait d'abord au clan Karzai. C'est tout à fait ça. Et l'énorme manne de ce marché lui reviendrait. Car les Américains continueront à payer. Ils y sont obligés s'ils veulent que leurs troupes, par exemple, soient toujours ravitaillées. Mais dans ce cas, alors, qu'adviendra-t-il des SMP anglo-saxonnes? Ne vous inquiétez pas pour elles. Elles ont déjà trouvé la solution. Elles concluront des accords de partenariat avec les SMP afghanisés. Ou bien elles entreront dans leur capitale et le tour sera joué. Ce sera d'autant plus facile à faire qu'elles emploient déjà beaucoup de mercenaires locaux. En outre, ces SMP continueront à sécuriser les ambassades ou d'autres lieux officiels. Karzai lui-même
dispose de gardes de corps qui lui sont fournis par une filiale de XE, ex-Blackwater. Ouais. Une protection qui lui a peut-être été imposée, non? Bon, ça, c'est très probable. Mais je voudrais évoquer un autre aspect de la privatisation militaire que j'avais d'ailleurs esquissé lors de notre premier entretien. C'est l'emprise de plus en plus grande du secteur privé dans le domaine du renseignement. 2 chiffres pour commencer. En 2000, le budget consacré à l'embauche de contractuels au sein des services de renseignement américains était de 17 milliards de dollars. C'était déjà énorme, hein? En effet. Mais 8 ans plus tard, il est monté à 42 milliards. Quasi triplement. Ouais. D'autres chiffres encore. Aujourd'hui, les contractuels employés par des SMP représentent 50% des agents clandestins de la CIA et 35% des agents tout aussi clandestins de la DIA. Oui, ça c'est l'agence de renseignement du Pentagone. Hein? Oui. Enfin, ils sont 100% à piloter les programmes de satellites espions au sein de la NRO, l'acronyme du Bureau national de reconnaissance. Cette emprise du privé est devenue telle que le rapport quotidien de la CIA, remis chaque matin au président Obama, sans doute le document le plus secret des États-Unis, serait même en partie rédigé par des agents privés. Oui. Alors si le président est amené à prendre des décisions en fonction des analyses qui figurent dans ce rapport, c'est préoccupant. Hein? Je vous l'accorde. Mais il faut aussi juger cette évolution à l'aune de l'extraordinaire profusion d'agences de renseignement aux États-Unis. J'ai lu dans un récent article du Washington Post qu'on avait comptabilisé la création de plus de 260 nouveaux organismes depuis les attentats du 11 septembre 2001, au nom bien sûr de la lutte contre le terrorisme. Et le mouvement continue. Et ça se traduit alors aussi par un prodigieux foisonnement d'informations. Et malgré la mise en place d'un organisme de coordination, il est impossible d'analyser correctement et surtout efficacement cette masse d'informations. Ouais, c'est donc une faille dans la sécurité des États-Unis. On peut le penser. C'est ce qu'a déclaré assez récemment Robert Gates, le secrétaire d'État à la Défense, quand il a affirmé que les centres de commandement et leurs organismes de soutien avaient gonflé dans des proportions ingérables. Ouais, ingérables. Mais en dehors des positions idéologiques, hein, des néoconservateurs qui voulaient privatiser à outrance, est-ce qu'il peut y avoir aussi des motifs purement financiers, à faire des économies par exemple? Oui, c'est vrai, ça a été l'argument d'abord invoqué par Bush Jr. et ses conseillers. Malheureusement, c'est faux. Il a été démontré que les fonctionnaires fédéraux coûtaient 25% moins cher que le personnel venu du privé. C'est encore Robert Gates qui l'a avoué. Il a même dit que l'externalisation était un puits sans fond. Ah. Alors, Bush a quitté le pouvoir hein, et Obama l'a remplacé. Quelque chose a changé? Timidement, le gouvernement démocrate a annoncé son intention de réduire de 7% en 2 ans le budget attribué à ses sous-traitants. Ouais, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la privatisation. Oui, ça, c'est ce hein. que je pense. En vérité, je crois que le nouveau pouvoir est pieds et mains liés devant les tout-puissants lobbies du complexe militaro-industriel et qu'il sera très difficile de mettre fin à l'externalisation des tâches qui devraient incomber à l'armée et aux services officiels de renseignement. Ouais, qui sont pourtant traditionnellement les attributions régaliennes d'un État. Hein. Mais comme je vous le disais précédemment, l'armée états-unienne est complètement dépendante des SMP. Ouais, accro. Si vous voulez. Ouais. Et comment pourrait-il en être autrement? Alors qu'on sait que le moindre produit qui entre dans un camp américain en Irak ou en Afghanistan a été fourni et transporté par des sociétés privées. Même les bombardements effectués par des drones sur les bases de talibans dans les zones tribales du Pakistan sont parfois commandés par des contractuels privés. Et vous avez dit que ces SMP étaient essentiellement anglo-saxonnes. Hein. Pour l'instant, oui. Mais je vous ai aussi dit qu'en France, par exemple, certains voudraient bien prendre place dans le secteur, et ça ne déplairait pas à l'Élysée, si j'en crois mes informateurs. Avec l'accord du président Sarkozy, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale a même été chargé d'une mission d'étude. Ah oui, il y a donc anguille sous roche. Mais que se passe-t-il alors en Angleterre, d'où sont issues quelques-unes de ces SMP là? Eh bien, au moins dans le domaine du renseignement, les Britanniques se sont toujours refusés à externaliser leurs services. Et le MI5 et le MI6 restent rigoureusement étanches. Ils ont échappé à la contagion. Absolument. Ils ont raison, car ça peut aller encore plus loin que tout ce que je vous ai raconté. Et de quoi voulez-vous parler encore? Je vous ai dit qu'en principe,
les SMP d'aujourd'hui n'employaient plus de forces combattantes. Bien, il y a des exceptions, mais des exceptions très secrètes. La CIA entretiendrait une armée secrète de 3000 hommes recrutés par une filiale de XE. Ces paramilitaires aguerris et très entraînés ont pour mission de pourchasser les chefs d'Al-Qaïda et de procéder ponctuellement à des assassinats. Je croyais pourtant qu'il était interdit à la CIA depuis les scandales des années 70 là, de perpétrer des assassinats. Eh bien, c'est pourquoi la centrale américaine a fait appel à des privés. Ah oui. Si la responsabilité de la CIA ne serait pas directement engagée. C'est bien ce que je voulais dire, mais n'est-ce pas l'avantage ultime de ces SMP? Se charger des sales besognes quand elles ne peuvent pas être effectuées par des services officiels. Pour terminer, je vous rappelle les ouvrages de référence suivants. Irak, terre mercenaire de Georges-Henri Brisset-des-Vallons. Blackwater, l'ascension de l'armée privée la plus puissante du monde de Jeremy Scoyle. Et en anglais, Corporate Warriors de Peter Singer, paru en 2003 chez Cornell University Press. Enfin, si vous pouvez y avoir accès, la lettre d'information payante Intelligence Online donne de précieux renseignements sur toutes ces questions. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et peut-être, avec un peu de chance, la podcaster. Rebecca Donnant a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou qui l'a réalisé et Stéphane Combe et puis à Monsieur Joub qui l'a mis en musique. Et tout de suite après le flash, c'est Au-delà de mon amour de Denis Chessou.